Niché dans l'étendue orientale de la province du Québec, ornant les rives sud du majestueux Saint-Laurent, se trouve la région du Bas-Saint-Laurent. Un tableau peint de hameaux côtiers pittoresques, d'îles enchanteuses et de villes imprégnées d'histoire maritime. Dès qu'on met le pied dans cette étendue, on peut aisément discerner que le voyageur a pénétré dans un sublime havre de vacances au Canada. Ici, la renommée route 132 serpente élégamment suivant les courbes du fleuve, avant de révéler la splendeur de la péninsule de la Gaspésie. Au milieu de ce panorama, le Bas-Saint-Laurent se distingue non seulement comme un seuil vers la fameuse Gaspésie, mais aussi comme une destination à part entière, attirant les voyageurs avec son attrait et son charme. Au cœur de cette région, prospère Rimouski, le plus grand centre urbain. Une tapisserie animée, entrelacée de charme côtier et d'écho maritime. Rimouski, une ville vibrante de plus de 49 000 habitants, mélange harmonieusement histoire, tradition maritime et une économie moderne. Il n'est donc pas surprenant que cette métropole régionale abrite un célèbre site historique maritime. Plongeant dans le passé, le site historique maritime de la Pointe-au-Père dévoile non seulement l'histoire de la région, mais offre également une perspective plus large sur le patrimoine maritime canadien et nord-américain. Pour que la renommée de l'endroit soit complète, voici le sous-marin Onondaga. Ce navire étonnant, qui a servi dans les forces maritimes avant d'être mis hors service en l'an 2000, a finalement été remorqué de Halifax à Rimouski. Ayant servi de 1967 à 2000, le sous-marin Onondaga a eu une carrière de 33 ans. C'est déjà long pour un navire de surface, c'est très long pour un sous-marin parce qu'il subit des pressions énormes, donc la structure subit des stress énormes. De plus, la technologie a changé énormément au cours des 30 ou 40 dernières années. Donc, en 2000, ces navires-là étaient rendus à la fin normale de leur carrière. Il a été retiré de l'active et nous, au site historique maritime de Pointe-au-Père, on a fait la demande de ce sous-marin afin de le transformer en musée. Pour les visiteurs, monter à bord d'un sous-marin qui semble presque vivant ouvre une porte vers un monde enveloppé de mystères et de secrets. Cette incursion dans un royaume caché et énigmatique révèle l'univers fascinant des sous-mariniers. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est l'aventure humaine, beaucoup plus que l'aventure guerrière. C'est l'aventure humaine des gens qui vivaient dans un endroit comme celui-ci. Parce qu'on comprend très bien, c'est extrêmement restreint. 70 hommes vivaient à bord, donc se côtoyaient constamment, aucune intimité. Il ne fallait être ni claustrophobe, ni avoir besoin d'une grande intimité. Alors, vivre dans un sous-marin, c'est comme vivre au cœur d'une machine. Il y a des choses partout. Il y a 6000 valves à bord, des contrôles, etc. Mais dans la salle de contrôle, dans le cœur du sous-marin ici, il y a évidemment beaucoup d'écrans, beaucoup de témoins, tout ce qui sert à la marche du navire. Et ici, on a les consoles de tir des torpilles, puisque c'était un sous-marin de guerre. Donc, c'était un bateau armé. Les torpilles étaient tirées de l'avant, mais on les contrôlait d'ici, de la salle de contrôle. De l'autre côté, l'écran de navigation qui permettait à l'équipage non seulement de suivre la route de son propre navire, mais de suivre la route de la cible qu'on devait attaquer ou qu'on devait suivre. Alors, c'était l'écran de contrôle qui était mis à jour constamment avec les informations des sonars qui sont devant moi et des périscopes. Alors, ici, on a le périscope d'attaque. Donc, c'est ici qu'on pouvait voir à l'extérieur, suivre le navire, la cible. C'était le commandant qui, en mode attaque, opérait le périscope. Le commandant, les officiers sonars, etc., travaillaient en équipe de façon à suivre le navire, suivre la cible et éventuellement l'attaquer.
ce qui heureusement n'est jamais arrivé dans la carrière de l'Onondaga. L'Onondaga, équipé d'un système de propulsion diesel-électrique, combine des moteurs diesel et des moteurs électriques pour la navigation en surface et en immersion. À la profondeur du périscope, le sous-marin utilise un mât de schnorkel pour faire fonctionner les moteurs diesel tout en restant principalement immergé. Ce mode hybride équilibre le besoin de furtivité avec l'impératif de recharger les batteries. Une danse délicate entre dissimulation et endurance. Sous les vagues, le silence règne. Les moteurs électriques prennent le relais, puisant de l'énergie dans les batteries. Cette navigation en immersion permet au sous-marin de se déplacer sans être détecté. Nous sommes ici dans la salle des moteurs diesel, c'est-à-dire que sa propulsion est assurée par 2 moteurs électriques alimentés par d'énormes batteries. Il y avait 220 tonnes de batteries à bord. Et pour recharger ces batteries, 2 génératrices immenses, les 2 diesels qu'on a ici. Le bruit était énorme, la chaleur insoutenable. Donc, c'était un poste assez difficile que mécanicien à bord d'un sous-marin. D'ailleurs, dans le sous-marin, tout sentait le diesel. L'air était recyclé, donc on vivait dans un espace confiné, avec un air réutilisé. Et très rapidement, les vêtements, l'air, la peau, tout sentait le diesel, l'odeur de cuisine, l'odeur des hommes. C'était très, très facile de reconnaître un sous-marinier qui sortait à quai. Ce n'était pas un marin comme les autres. Son odeur le trahissait. Pour avoir leur dauphin, donc être reconnu comme sous-marinier, devait connaître par cœur les 6000 valves qu'il y avait à bord. Donc chacun avait son propre métier, matelot, mécanicien, électricien, cuisinier, etc. Mais on avait aussi un second métier. Alors, les tâches étaient multiples à bord, l'équipage réduit, et il fallait un peu tout faire. Alors, ceux qui connaissent vraiment le mieux le sous-marin, ce sont les maîtres et les matelots qui font de très grandes carrières, là, 10, 12, 13, 15, 20 ans sous-mariniers. Alors que les officiers, en général, sont beaucoup moins longtemps à bord, vont monter en grade, aller dans un bateau plus gros. Grâce à une restauration minutieuse, l'Onondaga a été préservé dans toute son authenticité historique. Les visiteurs peuvent parcourir ces étroits couloirs, explorer les salles de contrôle et se promener dans les quartiers de vie, s'immergeant pleinement dans la vie d'un sous-marinier. À bord, 70 membres d'équipage faisaient face à une véritable épreuve d'endurance, partageant des espaces confinés qui forgeaient un profond sentiment de camaraderie et de discipline. La cabine du commandant, le seul à avoir sa cabine individuelle. On voit cependant que ce n'est vraiment pas immense. Il n'a pas plus d'espace que les autres, simplement un espace privé pour se reposer un peu mieux et surtout pouvoir travailler tranquille. Le carré des officiers, donc 7 ou 8 officiers, vivaient ici. Alors, les couchettes sont minuscules, entassées les unes au-dessus des autres, l'espace de vie extrêmement restreint, même pour les officiers. Ce n'était pas une sinécure que de vivre à bord d'un sous-marin. La minuscule cuisine du sous-marin, où les cuisiniers devaient, tous les jours, faire à manger pour 70 hommes. Donc, 3 repas par jour, plus les goûters, plus la nuit, faire la boulangerie, le pain, les gâteaux, etc. Tout se faisait dans cette minuscule cuisine, et ce pour 70 hommes. Alors, nous sommes ici dans le carré des maîtres. Alors, les maîtres, dans la hiérarchie du bateau, c'est entre les matelots et les officiers, il y a les maîtres. C'est le carré le plus grand peut-être, et c'est ici qu'on se réunissait pour jouer aux cartes, pour discuter, etc. Il y avait possibilité d'avoir 20 personnes assises autour de la table, on rallongeait la table, et c'est peut-être l'endroit du sous-marin où il y avait le plus d'action, le plus d'atmosphère. Comme vous le voyez, pour certains matelots, la couchette était vraiment un strict minimum. L'espace pour dormir était extrêmement restreint pour ceux qui avaient la couchette supérieure. Et en plus, il y avait des contrôles, des valves que d'autres marins pouvaient très bien venir en pleine nuit, ouvrir ou fermer selon les besoins de la marche du bateau. Et finalement, le carré des matelots, un endroit où 19 hommes
pouvaient dormir ensemble. Évidemment, plusieurs hommes travaillaient pendant que d'autres dormaient, d'autres se reposaient, jouaient aux cartes, fumaient puisqu'on fumait à bord. Alors vous imaginez que c'était extrêmement difficile de vivre tout le monde ensemble. Ça prenait un caractère très particulier. Les sous-mariniers ont vraiment toute l'admiration des autres marins parce que travailler dans un sous-marin, c'est extrêmement difficile. Alors on voit très bien qu'il y a des restrictions de hauteur. Un homme de plus d'1,80 m va s'accrocher souvent sur le plafond, sur les valves, les poignées, etc. Il faut faire attention à sa tête constamment. L'Onondaga a joué un rôle crucial pendant la guerre froide. Bien que sa transition du service actif à celle de musée ait été marquée par des défis importants, y compris une quasi-vente pour la ferraille. Ses missions de lutte anti-sous-marine et de surveillance maritime ont souligné son importance stratégique. Alors ici, la salle des torpilles, la preuve que ce bateau était un navire de guerre, c'est la partie armée du sous-marin. 6 tubes lance-torpilles qui pouvaient lancer donc ces fameuses bombes téléguidées qui allaient attaquer d'autres navires. Une torpille, on en a une ici. Pour lancer la torpille, on chargeait le tube, évidemment, et lancé à partir de la salle de contrôle. Donc, elles étaient chargées ici, mais c'est dans la salle de contrôle qu'on faisait le tir et qu'on dirigeait la torpille. Le sous-marin Onondaga, c'est un bateau de la guerre froide. On sait cependant qu'il a servi, entre autres, pour la lutte antidrogue, surveiller un navire qu'on soupçonnait transporter de la drogue, prendre des photos avec le périscope pendant des jours et finalement accumuler une preuve qui permettait à la Gendarmerie royale du Canada de porter des accusations. Donc c'est une des missions qui pouvait être attribuée à ces bateaux, en plus de son rôle de navire de guerre. Donc on a accès là à quelque chose d'étonnant, de mystérieux, de secret. Le fleuve Saint-Laurent, une artère vitale de commerce et de culture, s'étend des Grands Lacs à l'océan Atlantique. Il est réputé pour la difficulté de sa navigation, ce qui a nécessité l'établissement de stations de pilotage maritime pour assurer un passage sûr. À l'époque des premiers colons européens, les Français, qui étaient les premiers occupants de cette région, avaient intentionnellement laissé le fleuve sans balises ni phare. Cette omission délibérée était une stratégie visant à empêcher leurs ennemis, les Anglais, de naviguer dans ces eaux dangereuses et d'accéder à l'intérieur des terres. Avec la conquête de la région par les Anglais, l'approche de la navigation a changé. Les fréquents naufrages, conséquence des dangers du fleuve et de l'absence de repères, ont incité à la construction de phares. Ces balises de sécurité, combinées à l'expertise de pilotes spécialisés, ont considérablement réduit les dangers de la navigation sur le fleuve. Situé ici à Pointe-au-Père, se trouvait l'un des principaux centres d'aide à la navigation du Canada, comprenant une station de pilotage et son premier phare. Avec ses 33 mètres de hauteur, c'est le deuxième plus haut phare de l'Est du Canada, offrant des vues spectaculaires depuis la chambre de la lanterne, qui valent bien les 128 marches à gravir pour atteindre le sommet. La station de pilotage de Pointe-au-Père a joué un rôle crucial dans le sauvetage des survivants de la plus dévastatrice tragédie maritime de l'histoire canadienne. Le naufrage du paquebot Empress of Ireland. Ce navire qui a coulé au large ici le 29 mai 1914 durant une nuit de brouillard et qui a fait 1012 victimes. Donc une tragédie presque de l'ampleur du Titanic, mais qu'on a oubliée dans l'histoire. Eh bien, cette tragédie oubliée, on en parle amplement ici avec une salle d'exposition, beaucoup d'artefacts, beaucoup d'objets qui proviennent du navire, qui ont été rapportés par des plongeurs, des témoignages de survivants, etc. On vous fait connaître ce bateau, bien sûr, le plus en détail possible, et la tragédie qui va l'emporter. On a aussi une salle de projection avec un document vidéo multimédia qui nous fait revivre le naufrage, mais aussi qui nous replace
l'Empress of Ireland dans son contexte historique. Qu'est-ce qui se passait au début du siècle? Pourquoi autant de grands paquebots traversaient l'Atlantique? À quoi a correspondu cette grande époque de l'immigration d'Europe vers l'Amérique? Alors, c'est un petit peu le bagage qu'on veut transmettre à nos visiteurs. Au début du 20e siècle, l'Europe a connu une vague importante de migration vers l'Amérique du Nord. Des millions d'Européens, confrontés à des difficultés économiques, au chômage, à la pauvreté, à l'instabilité politique et à la persécution, cherchaient de meilleures opportunités de l'autre côté de l'Atlantique. Le boom industriel aux États-Unis et au Canada promettait de meilleurs emplois et une vie plus prospère. Les bateaux à vapeur, qui rendaient le voyage plus rapide et plus fiable que les voiliers, étaient le principal moyen de transport. Le musée de Pointe-au-Père abrite le modèle original de l'Empress of Ireland, réalisé en 1905 par les mêmes ouvriers qui ont construit le navire. Un navire très rapide, il faisait la liaison Liverpool-Québec en 6 jours. Donc, un navire luxueux, rapide, sécuritaire. On va dire à l'époque que ça va changer la vie des immigrants, puisqu'enfin, on a de beaux grands bateaux pour venir au Canada. Ce navire appartenait au Canadien Pacifique. Donc, le Canadien Pacifique, qui avait déjà le train d'un océan à l'autre, va se doter au début du 20e siècle d'une compagnie navale afin d'aller chercher ses passagers directement en Europe. Avec une longueur de 570 pieds et une capacité de 1580 passagers, l'Empress of Ireland était conçue pour la vitesse, le confort et la sécurité. Qu'est-ce qui a causé le naufrage de l'Empress of Ireland? C'est une collision avec un autre navire en plein brouillard dans la nuit du 29 mai 1914. Et ce qui va aggraver le drame, c'est que l'Empress va disparaître extrêmement rapidement. Il coule en 14 minutes. Et pour symboliser les 14 minutes du naufrage, eh bien, nous avons enregistré le témoignage de 14 survivants. Alors, les gens peuvent tout simplement écouter les différents témoignages en anglais ou en français. Il suffit d'appuyer sur le bouton approprié. Donc, on entend vraiment là, le point de vue d'un survivant du navire, évidemment récité par des comédiens. Dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent, l'Empress of Ireland a rencontré son destin tragique. Une collision fatidique avec le charbonnier norvégien, SS Storstad, a envoyé le grand navire au fond de l'eau. Les profondeurs du fleuve ont englouti 1012 âmes, gravant cette calamité dans les annales de l'histoire, comme l'un des désastres maritimes les plus douloureux du Canada. Alors, on a ici la simulation de la façon dont le Storstad, un charbonnier norvégien, va éperonner l'Empress of Ireland et finalement l'envoyer par le fond. Donc, le Storstad et l'Empress vont se rencontrer près de Pointe-au-Père par une nuit de brouillard. La visibilité est nulle. Évidemment, on ne peut pas représenter ça à l'écran, mais on voit qu'il y a du brouillard. Et l'Empress se dirige vers l'est, et le Storstad va s'approcher à son côté tribord, donc du côté droit du navire, et finalement entrer dans la coque, pénétrer la coque entre les deux cheminées en plein centre du navire, le pire endroit qui pouvait arriver, puisque ce sont les deux plus grands compartiments du navire, les deux chambres des machines. C'est presque le tiers du navire qui va être envahi par l'eau. L'Empress se couche sur son flanc et disparaît en 14 minutes. Le bilan final de la tragédie sera de 1012 victimes et 465 survivants. Et cela est dû à la vitesse à laquelle l'Empress a disparu sous les flots du Saint-Laurent. Parmi les survivants, un homme au destin assez exceptionnel, William Clark, qui était chauffeur, donc pelleteur de charbon, va, lui, survivre au Titanic et se trouver un emploi, où ça? Sur l'Empress of Ireland, et survivre aussi au naufrage de l'Empress. Donc cet homme qui travaillait à fond de cale et qui, normalement, aurait dû avoir moins de chances que les autres de s'en sortir, va survivre à ces deux grandes tragédies.
Le site de l'Empress of Ireland se trouve à une profondeur d'environ 130 pieds. L'épave a été principalement explorée à l'aide de méthodes de plongée traditionnelles. Les premières explorations étaient difficiles en raison des eaux froides et troubles du fleuve Saint-Laurent, où les plongeurs devaient faire face à une visibilité réduite et à de forts courants. Dès la fin mai 1914, on va envoyer des scaphandriers explorer l'épave, voir si on peut la renflouer. C'est impossible. On va donc remonter les valeurs. Les sacs de poste, le coffre-fort, etc. Et puis, on va oublier l'Empress of Ireland pendant 50 ans. Ce n'est qu'en 1964 que des plongeurs sportifs vont redécouvrir l'épave. Et au fil des plongées, on va remonter tout un paquet d'objets qui vont, entre autres, servir à faire connaître le bateau ici au musée. Alors, des plongeurs nous ont offert certains objets comme ces magnifiques hublots, première classe et deuxième classe. Comme l'Empress of Ireland a navigué pendant 8 ans, on a la chance d'avoir beaucoup de témoignages photographiques. C'est un bateau qu'on connaît bien, qu'on peut illustrer facilement. Alors, parmi les belles pièces rapportées, il y a le transmetteur d'ordre ici, la roue du gouvernail, l'habitacle de compas, donc des choses qu'on peut voir en situation soit sur la passerelle du navire, soit dans la timonerie. Alors les gens comprennent facilement à ce moment-là l'utilité de ces choses-là, où elles étaient utilisées, où elles étaient situées sur le navire. Le site de l'Empress of Ireland est soumis à des lois strictes de préservation au Canada, protégeant l'épave des opérations de sauvetage intensives. Ces efforts de préservation, ainsi que l'intérêt du public, reflètent l'impact historique et culturel de cette tragédie. Ici, un moment dans la vie des passagers, avec des objets qui ont été retirés dans la section des premières ou des deuxièmes classes. Donc, toujours remis en situation grâce aux photographies, des appliques de lumière, une table du salon de musique de première classe, des choses qui allaient dans la salle à manger ou dans la cabine. Alors ici, quelques éléments de la cuisine et de la salle à manger qui nous montrent à quel point c'était un bateau luxueux et bien équipé. Et puisque c'était un navire à vapeur, eh bien évidemment, on se servait beaucoup de la vapeur, même dans les cuisines. Alors d'immenses tables chaudes, alimentées en eau chaude par les chaudières du navire. À voir l'état dans lequel certains objets sont, entre autres des souvenirs qui étaient bien emballés à l'intérieur des bagages, on pourrait croire qu'ils sortent tout simplement du magasin et non pas d'avoir passé 70 ou 80 ans sous les eaux du Saint-Laurent. Alors ici, entre autres, un petit gadget qui servait à jouer des tours aux invités, eh bien, on jurerait qu'il sort directement des tablettes du magasin. Explorez les profondeurs fascinantes du sous-marin Onondaga. Grimpez aux hauteurs du phare historique de Pointe-au-Père. Et plongez dans les histoires poignantes au musée de l'Empress of Ireland. Ces attractions offrent ensemble une fusion captivante de signification historique, de richesse culturelle et de beauté naturelle, faisant du site historique maritime de Pointe-au-Père une visite incontournable pour ceux qui souhaitent s'immerger dans l'héritage maritime du Canada.